sont déroulées il y a quelques mois. Il y a des demandes beaucoup plus urgentes. Marseille est une ville où on vous Au-delà de la sélection. Nous sommes très heureux de vous retrouver en live pour la première fois sur Mars Actu. Ce soir, pour essuyer les plâtres, c'est Jean-Marc Coppola qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous êtes le candidat Front de Gauche au municipal, maintenant tout le monde le sait, ou presque. Mais on vous connaît essentiellement jusqu'à présent pour vos mandats régionaux. Vous, l'ancien cheminot, vous êtes occupé des transports, vous êtes occupé du tourisme, et aujourd'hui, ce sont plutôt les lycées, le patrimoine et les investissements régionaux. Voilà, donc c'est à ces occasions-là qu'on vous retrouve, notamment sur Mars Actu, pour expliquer vos politiques. Et puis, vous êtes aussi conseiller municipal sortant, élu sur la liste de Jean-Noël Guérini en 2008, donc une nouvelle stratégie cette fois-ci, une liste autonome. Et c'est, entre autres, cette stratégie qu'on va essayer de questionner ce soir. Ce sont les internautes qui vont le faire via Clémentine Weiss. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, toute la soirée, vous allez vous faire le relais entre les internautes et puis Jean-Marc Coppola ce soir. Tout à fait. Alors, les internautes peuvent poser leurs questions donc, sur notre site ou sur Twitter avec le hashtag #LiveMarsActu. Donc, Live Mars Actu, on donne bien le hashtag. Et ça commence tout de suite. Une première question, Clémentine. Alors, on a déjà pas mal de questions politiques. Alors là, on a Serbac qui nous demande qu'avez-vous repris dans votre programme des 101 propositions des collectifs des quartiers populaires? Alors, on a beaucoup parlé de ce collectif. Alors, est-ce qu'on retrouve au sein du Front de Gauche des idées qui ont émergé comme ça de la société civile? C'était votre démarche initiale. Oui, forcément, on les retrouve parce qu'on a travaillé, nous, depuis plus d'1 an, justement, un peu dans la même démarche que les collectifs des quartiers populaires. Et donc, c'est normal qu'on retrouve à peu près les mêmes priorités sur les questions de logement, sur les questions d'école, d'emploi, bien sûr, de transport. Donc, on retrouve ça. Donc, je n'ai pas repris les 101 propositions. J'allais dire, c'est leur propriété, mais elles sont versées, j'allais dire, sur la place publique. Et donc, il y a beaucoup de convergences. Quelques exemples de propositions que vous auriez reprises, des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé avant? Bon, ce serait prétentieux de dire que j'en ai pas justement qui n'ont pas été reprises, mais non, on a à peu près les mêmes problématiques. Hein. Je le dis, ça tourne autour de l'emploi, de l'éducation, des déplacements, du logement, bien sûr, du cadre de vie, du lien social, tout ce qui est derrière sécurité, mais prenez sécurité dans le sens tranquillité et non pas sécuritaire, comme on peut le voir aujourd'hui dans des propositions ou dans des lois. Alors vous aviez porté cette ouverture depuis le début, vous aviez lancé vos assises citoyennes. Aujourd'hui, il y a quelques personnalités qui incarnent cette société civile. On a l'impression qu'après l'échec des négociations avec le sursaut, bon, il manque un peu peut-être de... Non, je ne dirais pas échec. Bon, il y a eu un sursis au sursaut. 25% de femmes et d'hommes sur nos listes, sur les 303 candidats. Sur les listes que vous déposez demain. Demain, 25% sont des candidatures d'ouverture. C'est pas mal quand même, un quart. Bon, donc pour vous, c'est un gage. On retourne sur le forum avec les internautes. On a une question très très politique. Nicolas Meizetti nous demande comment expliquez-vous la faiblesse électorale du Front de Gauche dans un territoire où la contestation sociale est partout? Ah ça, Jean-Marc Coppola, on voit les mouvements sociaux se multiplient. Bon, le CQPM est une forme de mouvement social. On a vu ces jeunes aussi à Bellevue se mobiliser pour des emplois, El Foundry, Kemwan, beaucoup de combats sociaux, et pourtant le Front de Gauche ne décolle pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lien mécanique entre colère, mécontentement, exigence, revendication sociale, et puis le politique. Le politique, aujourd'hui, est perçu, 70-75% de Françaises et de Français qui expriment une défiance à l'égard de la politique. Nous, on est encore trop assimilés à cette gauche qui gouverne, qui a tourné le dos aux valeurs, aux idéaux de gauche. Et c'est pas aussi simple que cela, parce qu'on reste encore dans une bipolarisation de la vie politique qui est montrée entre l'UMP et le Parti socialiste. Et pour émerger, pour montrer que nous portons une alternative, c'est un petit peu plus long, compliqué. Voilà, ça demande des efforts de notre part. Ça demande de l'éducation populaire aussi, certainement. Clémentine, ça réagit ? Oui, alors ça réagit. On a Raël 13 qui nous demande « Que pensez-vous de la trahison des communistes à Paris et qu'en est-il des relations entre le Front de Gauche et les Rouges à Marseille ?» Ah là là.
Non, mais au niveau du Parti communiste, ça fait au moins 30 ans qu'on a abandonné le centralisme démocratique. Donc ça veut dire c'est la démocratie, c'est pas Paris qui décide. Quand je dis Paris, c'est la direction nationale du Parti communiste. Les réalités sont différentes d'une ville à l'autre. Moi, je ne juge pas, je ne souhaite pas qu'on juge la stratégie qu'on a adoptée ici à Marseille. Elle est adaptée à la situation marseillaise. Pour certains, ça entraîne de la confusion. Je peux le comprendre parce que moi, il y a une valeur à laquelle je tiens en politique, c'est la cohérence. Mais la réalité des communistes parisiens ou du Front de gauche au niveau de Paris n'est pas la même. Ils sont sortants, il y a un bilan. Voilà, donc on ne peut pas avoir une ligne unique en disant de toute façon, on ne fera plus rien avec le Parti socialiste. Il y a des communes où, j'allais dire, des communistes travaillent avec des socialistes qui sont... j'allais dire, pas sur les mêmes bases que leur direction nationale, ou même que le gouvernement et François Hollande. Localement, vous pensez que Patrick Mennucci est moins à gauche qu'Anne Hidalgo, par exemple ? Non, c'est pas ça mon jugement, c'est pas ce qui nous a animés. Il y avait une réalité ici à Marseille qui fait que sur la pratique de la politique, sur... j'allais dire, l'histoire même du Parti socialiste ici à Marseille. Je veux dire, il y a une histoire du Parti socialiste, il y a une histoire du Parti socialiste avec le Parti communiste ici à Marseille, où d'ailleurs, oui, je pense que dans les pratiques, il y a aussi du deuférisme qui a influencé Gaudin et qui a influencé aussi les autres dirigeants du Parti socialiste. Et en tout cas, nous, on a une offre politique, j'aime pas trop offre, mais comme... tout le monde comprend ce que ça veut dire, une offre politique en termes de proposition, puis en termes de conception surtout de la politique. Je crois que ce qui nous différencie de tout le monde, que ce soit à gauche, à droite, je ne parle même pas de l'extrême droite, c'est que nous ne souhaitons pas le pouvoir pour nous-mêmes. On ne veut pas être élus en disant, ça nous serait menteur si on disait « élisez-moi, je vais régler tous les problèmes ». Non, non, nous, c'est l'intervention citoyenne. Comment on crée les conditions pour que les Marseillais puissent intervenir. L'intervention citoyenne, on y retourne. Hein, le hashtag #LiveMarsActu, notre forum juste à côté de la vidéo où les internautes peuvent poser leurs questions. Clémentine ? Alors d'ailleurs, on a une question Twitter. Sur Twitter, donc Antoine13 nous demande comment vous positionnez-vous par rapport à la cogestion avec EFO ? Ah, grand sujet mis sur la table par Patrick Mennucci qui a dit avec moi la cogestion c'est fini. Alors avec Jean-Marc Coppola, la cogestion c'est fini ? Moi je ne suis pas pour les phrases assassines là, qui ont un effet médiatique et puis qui sont sans effet ou sans lendemain, parce qu'après on est jugé aux actes. Non, moi je pense que là-dessus, en plus j'ai été syndicaliste. CGT, pas FO. Oui, CGT, mais je suis respectueux aussi des autres organisations syndicales. Moi je suis pour le strict respect du droit syndical. Et le strict respect du droit syndical, ça veut dire qu'on ne privilégiera pas un seul syndicat, fût-il plus influent que d'autres. Les organisations syndicales passent aux élections professionnelles. Donc voilà, ça veut dire le droit pour FO, mais le droit aussi pour les autres. Concrètement, on va dire que vous recevrez cette intersyndicale qui s'est constituée sans FO, mais avec quasiment tous les autres syndicats, la FSU, la CFDT. Si vous êtes maire, vous les recevrez au même titre que Force ouvrière. Je les recevrai, bien sûr qu'il y aura une différence parce que l'influence n'est pas forcément la même. Mais quand je dis strict respect du droit syndical, ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, pour la direction de Force ouvrière, il y a plus que le droit ne doit le donner. Par contre, les autres organisations syndicales sont privées des droits et ils ne sont pas respectés. Donc c'est ça le strict respect du droit syndical. Et je ne confonds pas la direction de Force ouvrière du syndicat, que ce soit d'ailleurs à la ville, comme je le vois aussi à la PHM ou ailleurs à Marseille, et les syndiqués eux-mêmes. Je fais une différence. Alors, petite polémique du moment. Patrick Mennucci dit « Le directeur de campagne de Jean-Claude Gaudin, c'est Patrick Rué ». Vous diriez ça aussi ? Allez, réponse rapide. Non, très franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça. Je crois qu'on a besoin de remobiliser, remotiver le personnel qui doit apporter un service public de qualité à Marseille. Et on voit que sur beaucoup de sujets, la tâche est immense. Bon, Clémentine, j'imagine qu'il y a des questions sur le service public municipal. Alors... Allez, on vous laisse chercher un peu. Alors, on a Anonyme 111 qui nous demande en quoi votre conception est différente. C'est une question et une réaction. Par rapport à la gouvernance, par rapport au personnel ? Voilà, par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, c'est une réaction. Non, moi je pense qu'il y a eu trop de laisser-aller. Et donc, il faut remotiver. Je ne dis pas que les gens font ce qu'ils veulent. Je crois qu'il faut les remotiver. Ça veut dire chacun à sa place en fonction des compétences aussi. Il faut les reconnaître.
faut quand même dire qu'à Marseille, il n'y a pas 11 000 personnels, mais 17 000 personnels. Mais il y en a 35% sur les 17 000 qui sont vacataires, donc en situation de précarité. Dont une partie est en train d'être régularisée, d'ailleurs. Oui, mais on est loin quand même de la régularisation. Moi, je suis pour un contrat social de mandature qui devra se discuter avec l'ensemble des organisations syndicales. Et puis ensuite, bien définir les missions ou redéfinir les missions, c'est-à-dire toute une réorganisation pour qu'on s'attaque aux problèmes que l'on peut régler sans dépenser des millions et des millions d'euros. Je pense que, voilà, déjà, c'est vraiment un atout, mais il faut remotiver tout ce monde. Sur la propreté, le problème, c'est le fini-parti ? C'est pas que le fini-parti. Il y a une question d'organisation, effectivement. Et c'est pas que le fini-parti, parce que le fini-parti, il est que pour quelques activités, quelques personnels, donc il ne faut pas généraliser. Ça ne concerne pas les cantonniers, ça concerne, voilà, ça concerne les rippers et les chauffeurs. Exactement. Parce qu'il y en a qui font leur boulot, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc il y a un travail au niveau de l'organisation de la propreté et un travail aussi en direction de la population. L'incivisme, ça commence par là. Mais l'incivisme, je ne rejette pas la faute uniquement sur les gens, même s'il faudra de l'éducation là aussi, de la sensibilisation, etc. Mais il faudra aussi réfléchir à comment la mairie, et la communauté urbaine aussi pour sa part, met des équipements publics qui permettent que la ville soit plus propre. Moi, combien de fois les tickets de rodateur, je sors de la voiture, je ne sais pas où le jeter parce qu'il n'y a plus de poubelle. Parce qu'au nom de Vigipirate et de toutes ces politiques sécuritaires, il n'y a plus de poubelle, il n'y a plus de WC public, il n'y a plus de... Voilà, tout ce qui permet aussi la propreté. Donc, il y a plusieurs pistes, et se réapproprier l'espace public, c'est aussi sensibiliser et le personnel qui est payé pour, justement, la qualité du service de la propreté, mais aussi, il faut que les Marseillaises et les Marseillais soient sensibilisés à ces questions-là. Et je pense que plus on les respectera, plus ils respecteront aussi les autres, et donc l'espace public. Allez, on retourne sur le forum, Clémentine. Voilà, alors à ce sujet, on a une question sur la gouvernance. Eddy nous dit plutôt à Angers, la municipalité est sur le point de déléguer l'attribution de 10% du budget à un panel de citoyens tirés au sort, donc vraiment représentatif, et à Marseille. Alors cette idée de... Alors, vous vous rendez compte qu'à Marseille, la mairie est épinglée par la Chambre régionale des comptes sur les orientations budgétaires qui ne sont même pas débattues au sein des 101 conseillers municipaux. Donc si on arrivait déjà à discuter de ces orientations budgétaires dans les mairies de secteur, etc., on ferait déjà un pas, mais avec les citoyens, on ferait un grand pas. C'est ce que je propose, effectivement. 10%, ça vous paraît une... Alors je ne vais pas chiffrer, je dis, moi, un budget participatif qui permettra aux citoyens d'améliorer aussi la qualité du cadre de vie. Donc, oui, vraiment, bien sûr, après nous, qui nous sommes, nous, candidates et candidats, nous sommes des citoyens qui, à un moment donné, nous présentons pour prendre des responsabilités. Mais tout le monde peut le faire, et avec le tirage au sort, c'est ce que je propose. Tirage au sort ? Oui, tirage au sort, oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'association référente Non, je ne les balaye pas. Bien sûr qu'il y a des associations, il y a des CIQ, il faut les respecter, etc. Mais complémentairement à cela, il peut y avoir des citoyennes et citoyens qui sont tirés au sort sur les listes électorales, bien sûr. Et puis, bien sûr, après, pas de démagogie. Moi, je ne suis pas pour dites-nous ce que vous voulez, on prend pas de basisme, ni rien du tout. Je pense que ça passe aussi par l'éducation populaire. Il y a un bon nombre de gens qui ont pris des responsabilités, qui sont passés par l'éducation populaire. Depuis une dizaine d'années, l'éducation populaire, c'est quasiment zéro. Donc voilà, il y a tout un rôle pour construire sa citoyenneté aussi. D'accord. Alors on quitte un peu la politique pour parler transport. On a pas mal de questions sur l'accessibilité. On a notamment une question de Richard Sergent qui vous demande si vous mettrez en place des feux sonores. Oui, parce que sur l'accessibilité, vous avez vu, la ville de Marseille est, en queue des grandes villes sur 90 ou une centaine de villes. En tout cas, c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe parce que déjà au niveau national, le choix politique, le courage politique n'a pas été au rendez-vous pour que 2015, les lieux publics, les espaces publics soient vraiment accessibles. Ça vient d'être repoussé, effectivement. À tous, ça vient d'être repoussé. Je crains fort que si on ne s'en donne pas les moyens, ça soit encore repoussé. Ça ne date pas de 2005. La loi de 2005 a prévu l'échéance de 2015, mais ça date de 1976, c'est-à-dire depuis 38 ans. Mais après, c'est une question de choix politique. Aujourd'hui, quand on voit un gouvernement, des parlementaires qui préfèrent mettre de l'argent pour le Centrafrique, plutôt la guerre, pas pour le Centrafrique, pour la guerre, plutôt que s'occuper déjà d'une bonne organisation et l'accessibilité qui me paraît être évident. Parce que ce n'est pas de l'assistanat. Si on s'occupe des personnes à mobilité réduite, des handicapés, etc., alors
des femmes enceintes, des femmes avec des enfants, etc., alors on vit mieux pour tout le monde, y compris les gens valides. Et ça, le déclic n'a pas été fait encore dans la prise en compte de ça. Donc, c'est les feux sonores, c'est un tas de systèmes. C'est ce que je fais au niveau de la région, où, dans une politique volontariste, on a décidé de faire un plan annuel, qui nous prend 10 ans malheureusement, mais un plan annuel d'accessibilité des lycées. Il faut avoir la même volonté politique ici à la ville de Marseille. Vous venez de répondre en partie à la question de Mona qui vous demande que pensez-vous faire pour rendre la ville plus accessible aux handicapés malvoyants. Vous avez parlé des feux sonores. Pour les bus, on fait quoi pour tout le reste? C'est un plan parce que vous imaginez que c'est des investissements, donc il faut avoir, moi je mettrais un élu référent, qui soit référente dans le sens transversalité de toutes les compétences et de tous les adjoints, et qui aura le souci de l'accessibilité. Et donc, après, il faut un plan, effectivement, avec des choix. On dira, on mettra tant de millions par an, et on peut programmer, avec l'évaluation, on peut programmer que sur tant d'années, ça soit plus accessible, effectivement. Mais tant d'années, c'est combien ? La tâche est immense quand vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau du métro, des bus, etc., c'est l'arrêt rond-point du Prado avec ces fameuses 2-3 marches d'escalier. Donc ça, non, je serais pas sérieux, ou en tout cas pas pris au sérieux si je disais aujourd'hui, on l'évalue à tant de millions. Je suis incapable de l'évaluer aujourd'hui, parce qu'il y a une telle opacité aussi qui n'a pas été relevé que par moi, mais par la Chambre régionale des comptes, dans les comptes de la ville, que la première des choses, ça va être un audit financier, budgétaire, sur la dette, sur le patrimoine, et donc sur le foncier. Et à partir de cet audit, effectivement, on dira, là, on peut réorganiser le budget et puis faire des choix prioritaires, et ça en fait partie. Alors, quelles sont les priorités de nos internautes? Toujours du transport? Toujours du transport. En parlant de plan, Christian nous demande, ne pensez-vous pas qu'une priorité écologique, économique, de bon sens serait de réaliser rapidement le doublement de la ligne SNCF Marseille-Aix avec un vrai service rapide et efficace. C'est un projet toujours reporté et par tous. Alors, c'est un projet qui date aussi plusieurs décennies. Là, un ancien cheminot parle. Vous avez toujours entendu parler de ça? On l'a porté même. Moi, je l'ai porté en tant que syndicaliste, en tant que militant politique, communiste. Il y a eu un changement quand même depuis 1998, puisqu'on a fait la moitié du chemin, le doublement jusqu'à Gardanne, c'était le plus simple parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage d'art. Aujourd'hui est en projet la deuxième partie du doublement, mais il faut doublement et électrification pour avoir vraiment du cadencement. La question... L'idéal, ce serait combien? On parlait du cadencement. L'idéal, ce serait quoi? Un train toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes? Ouais, tout le quart d'heure, c'est déjà pas mal. On peut le faire. Je veux dire, c'est la deuxième ville de France. Donc, ça serait tout à fait normal. Et c'est une question, après, de choix et d'investissement. À chaque fois, on nous dit, mais ça coûte cher. Mais personne n'évalue ce qu'une infrastructure, lorsqu'elle n'existe pas, induit comme coût à la société. Personne ne le fait, puisque en ce moment, c'est 200 000 déplacements journaliers en voiture entre Marseille et Aix-en-Provence. 200 000, 5% en transport collectif, train et bus. 5%. Il faut rééquilibrer la balance. Complètement. Et là, ça serait écologique et ça serait bien pour tout le monde, quoi. Mais il faut savoir où on veut mettre l'argent. Est-ce qu'on veut mettre l'argent dans des intérêts particuliers ou dans l'intérêt général? Ça, c'est l'intérêt général. C'est un concept qu'il faut remettre vraiment au cœur de nos choix. Alors, on a une première réaction sur la question de l'accessibilité. Anonyme 128 nous demande, Marie-Arlette Carlotti place une simple planche en guise d'accès pour les handicapés à son local de campagne. Est-ce que ça vous choque? C'est un local provisoire, nous aussi on le fait, on est dans une rue en pente. Elle est trop en pente pour y venir en fauteuil. Exactement, mais bon, là on a pris les locaux qui étaient à disposition pour que ce soit central, visible, etc. Mais on a la planche pour pouvoir y accéder. De toute façon, et poser la question à tous les commerces, à tous les logements qui sont dans ce type Mais bon, on peut y accéder. Voilà, mais vous ne montrez pas tout à fait l'exemple là-dessus quand même, on va le dire. Non, mais on montre l'exemple parce qu'il y a de quoi accéder à notre local, mais c'est un local qui est provisoire, voilà, dans un mois c'est terminé. Bon, nouvelle thématique peut-être. Alors on a des thématiques un petit peu surprenantes. Tony nous demande, que pensez-vous de l'eutrophisation des milieux marins et que comptez-vous faire pour y remédier?
Alors là, si vous pouvez me dire ce que ça signifie. On va demander à Tony quelques Alors, on demande à Tony voilà, qui fait exprès. Mais Tony, on le le connaît. candidat n'est pas celui qui doit tout savoir. C'est pour ça que je parle d'intervention citoyenne. C'est qu'on doit s'enrichir des connaissances et d'expertise de tout le Et monde. puis pour la petite histoire, on avait retrouvé Stony lors de nos chit-chats de la primaire citoyenne. C'est un peu sa marotte à Tony, l'eutrophisation. Bon, autre chose peut-être plus facile. Plus facile. Alors, on a le Marseille Roller Derby qui nous interpelle. Alors, ils nous disent, nous sommes un club de sport féminin, le Roller Derby, installé à Marseille depuis 2011. Notre dernier match a attiré plus de 200 000 spectateurs. 200, pardon. 200 000, c'était autre chose. Nous n'avons toujours pas de salle. Nous nous entraînons dehors. Que proposez-vous pour les clubs sportifs? C'est un vrai problème, les infrastructures. Bien sûr, c'est une catastrophe. On peut pas. En plus, on réclame l'année 2017, c'est ça, du sport? Capitale européenne du sport en 2017. Il y a du boulot alors. Alors, c'est la finale en plus, Marseille-Sofia, je crois. Non, mais là-dessus, tout le monde sait, je veux dire, maintenant la France sait que voilà, c'est la catastrophe au niveau des piscines, des équipements sportifs, etc. Moi, j'ai fait partie de ceux, il n'y a rien ni contre l'OM, ni contre le Vélodrome, ni contre le football. J'ai été 8 ans président du conseil d'administration du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est moi qui ai créé le pôle Espoir Football à Aix-en-Provence. C'est moi qui ai mis en place le pôle femmes, famille, sport au féminin pour y compris développer les disciplines féminines et puis permettre que les femmes puissent accéder aux responsabilités Alors dans le là, sport. le roller derby, c'est une discipline quasi exclusivement féminine. Donc il faut effectivement mettre des moyens. Alors vous allez me dire, mettre des moyens, mais ça va augmenter la fiscalité, etc. Bien sûr. Je ne veux pas vendre le Vélodrome. Je ne veux pas vendre le Vélodrome. Par contre, parce que ça c'est un fusil à un coup là, on vend et puis une fois qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on fait? On récupérerait peut-être un peu d'argent pour faire un peu d'argent pour faire ça. Mais moi je gymnases, préfère que l'OM paye un loyer qui ne va pas les mettre à Payolle comme on dit ici, à Marseille. Donc qui paye un loyer annuel. La Chambre régionale des comptes l'évalue à 9 millions annuels. Moi je dis 11 millions. Et avec ces 11 millions, on améliore les équipements sportifs de la ville qui profitent à tout le monde, aux écoles, aux collèges, aux lycées, mais aussi aux associations et au sport. Nous, on ouvre à la région, on ouvre les équipements sportifs des lycées, y compris à des jeunes qui ne sont pas adhérents à un club, à une association sportive. Allez, question concrète, Jean-Marc Coppola. Jean-Claude Gaudin a arrêté de financer les maîtres nageurs pour les écoliers de Marseille. Est-ce que vous, demain maire, vous remettez ces maîtres nageurs? Bien sûr, il faut créer les conditions, parce qu'on parle d'équipement, mais il faut aussi d'un encadrement qui soit qualifié, formé. Bien sûr, vous savez que quand même, il existe dans les écoles ici à Marseille, au centre-ville, on leur apprend aux gamins, parce que c'est prévu dans le programme pédagogique, on leur apprend à nager sur le goudron, dans la salle, dans la cour, sous un préau. C'est quand même une catastrophe, parce qu'on n'apprend pas à nager uniquement dans la mer. Donc il faut créer toutes les conditions, et dès le plus jeune âge. Alors Clémentine, est-ce qu'on plonge encore dans le sport ou est-ce qu'on va ailleurs? Ah non, on va encore sur un thème insolite. Voilà. On a Heidi qui nous demande que comptez-vous faire pour endiguer la disparition du provençal? Est-ce que c'est au maire de faire? Alors le provençal et l'école? Moi je suis pour reconnaître le pluralisme dans les langues. Il faut changer l'article 2. L'article 2 de la Constitution qui dit la langue de la République est le français, il faut changer ça? Non, on peut la laisser, puis en même temps, il faut l'enrichir de la diversité qui existe. Et donc, moi, je suis pour effectivement reconnaître. Je travaille d'ailleurs avec des associations occitanes qui promeuvent effectivement toute la diversité des langues. Et donc, oui, c'est une bataille. Ça fait partie de la richesse culturelle, de la diversité culturelle de la France. On aura peut-être des conseils municipaux avec des traductions en provençal aussi, non? Alors pourquoi pas, on a un élu dans la majorité qui est Europe Écologie Les Verts, qui nous fait la moitié de son intervention en provençal, l'autre moitié en français. Bon, il faut que tout le monde puisse comprendre, mais en même temps, je crois que c'est bien ça participe à l'épanouissement, à l'enrichissement. C'est un élément de la culture aussi. Alors, en parlant d'enrichissement culturel, on a Anonyme 111 qui réagit sur les piscines, mais qui nous demande aussi, pour les bibliothèques, où allez-vous trouver les fonds pour développer de telles infrastructures? D'abord, je pense qu'il faut vraiment que Marseille soit prise en compte au niveau national
parce qu'elle est très en retard dans beaucoup de domaines. Et ce n'est pas Marseille qui s'est mise en dehors de la République, c'est la République qui a abandonné une partie de Marseille et des Marseillais. Et ce plan de rattrapage, moi je dis, c'est pas de l'assistanat qu'on demande à l'État, c'est être traité également à Paris, Lyon, à d'autres grandes villes comme ça. Et donc, voilà, moi j'ai quelques idées. Je dis par exemple, très clairement, Jean-Marc Ayrault est venu annoncer 2,5 milliards d'euros pour la gare Saint-Charles. Bon, il y a une dizaine d'années de cela, un peu moins, on a déjà mis 1 milliard d'euros. Est-ce que c'est la priorité à Marseille? Quand je vois l'état des écoles, quand je vois la question des logements, quand je vois la question des transports, ben, je fais la proposition, donc c'est pas moi qui vais le décréter, mais je dis simplement aux Marseillaises et aux Marseillais, choisissez, quelle est la priorité? 2,5 milliards dans la gare Saint-Charles ou 2,5 milliards pour justement ce plan de rattrapage? D'accord, donc plan de rattrapage, à quelle échéance? Très rapide, hein, faut compter sur la mandature. Sur la mandature? Ah oui, sur la mandature, bien sûr. D'accord. Alors, Anonyme 111, on parlait de grands plans, d'infrastructures, de rénovation. Donc là, Anonyme 111 nous dit, vous parliez en novembre d'un grand plan de reconstruction des cités et non de réhabilitation. Vous comptez faire quoi exactement ? Oui, parce que la réhabilitation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est une fausse porte blindée, quelques peintures et aucune concertation. Donc là vous parlez de la rénovation avec l'Agence nationale de rénovation Absolument. urbaine, qui est financée par l'État en partie. Absolument, et j'ai demandé vendredi dernier, lors de la séance plénière à la région, on avait une délibération sur l'ANRU justement, elle était administrative, mais je disais à ce propos, je souhaite qu'on fasse la transparence sur le fait que Marseille, parce qu'elle a des territoires pauvres, bénéficie d'un certain nombre de moyens, mais qui ne vont pas justement dans les quartiers. Et donc il faut regarder la traçabilité justement de cet argent et qu'on associe vraiment la population pour non seulement rénover et réhabiliter, mais reconstruire, vous voyez, des cités, des quartiers, où aujourd'hui, en termes de service public, c'est que l'école, quand elle existe, qui fait office de service public et qui doit répondre à tous les problèmes. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut détruire les bâtiments existants? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Exemple Maison Blanche. Voilà, ça c'est... Pour vous, on rase et on recommence? Oui, alors ça se fait, quand je dis on rase, il ne faut pas que les gens prennent peur aussi, mais bon, ils demandent, ils exigent un certain nombre de choses, donc il faut penser en tout cas ces quartiers. Mais quand on dit parfois qu'on exagère, je ne les ai pas prises avec moi, mais j'ai des photos abominables. Quand on voit ça, comment on peut vivre là-dedans? Comment on peut demander le respect à ces gens, puisque personne ne les respecte? Donc, il n'y a pas un brin d'herbe, tout est en lambeaux, tout est à refaire. Donc, parfois, ça coûte moins cher même de refaire que de refaire complètement, parce qu'il faut aussi faire des cités à taille humaine. Ce qui était valable dans les années 60, qui était une grande avancée, y compris les toilettes, les salles de bain à l'intérieur des appartements, etc. 50 ans après, bon, il faut revoir, il faut repenser ça. Et je pense que de cette façon-là, on peut aussi repenser lien social et aussi économie parallèle qui pullule et se développe aussi dans ces quartiers. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des 14 chantiers de l'ANRU actuellement? On considère que... Non, il ne faut pas les abandonner, mais il faut vraiment donner les moyens. Et puis surtout, ce que j'entends à chaque fois, c'est que les habitants ne sont jamais impliqués dans la concertation. On ne leur demande pas leur avis. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens sur la question d'intervention citoyenne, elle est nodale, parce qu'y compris, ils peuvent avoir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, auxquelles les architectes n'auraient pas forcément pensé, et donc et qui peuvent amener aussi des économies parfois. Hein. Alors, avant de vous proposer une respiration avec un petit reportage sur votre dernier meeting, on va rester sur cette question de la participation citoyenne. Mars Actu, comme vous le savez peut-être, a lancé une plateforme qui s'appelle Carticipe, où les internautes peuvent placer des problèmes sur une carte et voter pour les projets qui les intéressent le plus. Et aujourd'hui, ce qui est en tête des propositions des internautes, c'est la réhabilitation de la Poste Colbert. Ils veulent faire une boqueria à la barcelonaise, on va dire ça comme ça. Et vous, pourtant, vous aviez toujours été le défenseur d'une Poste Colbert qui soit la Poste. Alors, toujours sur la même position? Alors, sur ce sujet-là, je suis respectueux aussi de ce que disent les syndicats de la Poste. Et donc les syndicats de la Poste souhaitent qu'on fasse une maison de la communication, de la télécommunication et de l'information. Donc moi, je respecte cela.
J'ai par ailleurs fait la proposition qu'on ait un marché couvert à Marseille. Il n'existe pas. Je ne sais pas où le situer. On peut le situer ailleurs que là. Mais sur l'idée de la proposition des syndicats de la Poste, c'est intéressant parce que ça peut faire partie des lieux de vivre ensemble, des lieux où justement on associe les citoyens, les Marseillais, au choix politique de la ville. Donc voilà, je préfère ça. D'accord, mais pas forcément la Poste Colbert en tout cas. Sur le marché ou oui, sur la boquerie. Bon, on peut le faire ailleurs, il y a d'autres places. Bon, voilà. Bon. Votre proposition, et puis celle des syndicats de la Poste, on la mettra peut-être aussi sur la carte de Carticipe, cette proposition. Voilà, on va le rappeler quand même qu'on développe avec nos amis du cabinet Repérage Urbain. Bon, je crois qu'il est l'heure de passer à notre petite respiration, reportage. C'est un diaporama sonore qui nous est proposé par Esther Griff. C'était au Parc Chano il y a quelques semaines, voilà, pour votre lancement de campagne. Ah, ils sont 3 là, oui. À l'époque, j'étais seul, moi. On m'a dit, ça. Il m'en a pas donné alors. Parce qu'en tant que conseiller municipal, on va être encore plus en phase sur ce choses-là. Alors, je reprends le mot d'un illustre camarade qui parlait en son nom, mais moi je le reprends pour nous tous. Il disait, nous sommes le bruit et la fureur, nous sommes le tumulte et le fracas. Alors moi j'ai aussi envie de dire aux gens, nous sommes l'espoir et le courage, nous sommes la solidarité et le partage. La vérité est là, c'est ça le discours qu'il faut tenir aux gens. La tendance du moment, la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Un peuple qui brade sa culture, vous le savez, se condamne à des libertés précaires. C'est ça qu'on attend d'un gouvernement de gauche. Et c'est pas s'attaquer aux cheminots, s'attaquer aux enseignants, s'attaquer aux salariés. Pour qu'aujourd'hui le seul vote pour chasser Gaudin sera le vote pour Jean-Marc Coppola, votez pour le Front de gauche. Vive notre unité, vive le Front de gauche. Et je le dis à mes collègues et mes camarades élus du fond du cœur, dès le lendemain des municipales, on a à continuer à œuvrer dans une stratégie du fond de gauche en totale autonomie et indépendance et avec un véritable rapport de force face au Parti socialiste. Sans le rapport de force politique qui nous permette de faire accentuer le rapport de force sociale avec les salariés et avec les citoyens et ceux qui veulent changer les choses, rien ne sera possible. Merci Fred. Et quel plaisir de se retrouver et de voir le chemin parcouru. Quelle satisfaction aussi de regarder devant, de penser à ce que nous allons faire ensemble, non seulement pendant ces 5 semaines, mais surtout d'imaginer ce que nous allons continuer de faire après, ensemble, comme le disait tout à l'heure Frédéric Alpozo. Oui, nous voulons que cette ville change. Oui, nous voulons contribuer à faire battre les droites. Oui, nous voulons nous rassembler à gauche pour une autre gestion. Il y aura besoin d'un maximum d'élus issus de nos listes Marseille à gauche pour amorcer et garantir ce changement de politique, mais aussi de méthode et de pratique. Et donc, plus nous aurons d'élus front de gauche, plus ce changement sera profond
et rapide. Ensemble, nous allons maintenant changer Marseille pour et avec les Marseillaises et les Marseillais. Vive Marseille, vive la République! Vous préférez toujours Jean-Marc Coppola, l'Internationale et la Marseillaise? Oui, oui, oh, les deux sont... L'une, j'allais dire, c'est l'hymne quand même de la France, hein, de la nation. Et puis l'autre, c'est effectivement plus en lien avec notre histoire. Et pas de Marseillaise dans vos meetings, donc tant pis. Oui, oh, bah, c'était plus symbolique, on n'avait pas à faire la totale. Ouais. Bon. On a fait sobre, hein, vous l'avez vu. Bon, on va rentrer dans le dur. Question moins anecdotique. Clémentine, l'économie, beaucoup de questions, j'imagine. Voilà, alors on a pas mal de questions sur l'économie. Alors Anonyme 140 nous parle des 50 000 emplois créés sur deux mandats promis par Patrick Mennucci. Il nous demande, dans le contexte actuel, démagogique ou juste malheureusement irréaliste de créer 50 000 emplois sur deux mandats? Non, je crois que quand on veut accéder à une responsabilité de maire, il faut, je suis pour les politiques volontaristes, mais donc pour les clauses de compétence générale, mais il faut, je crois, proposer des choses qu'on maîtrise ou qu'on peut maîtriser. Donc c'est démago de proposer 50 000 emplois? Je ne propose pas ça. Donc c'est clair, je n'ai pas la baguette magique, moi, pour dire on va créer 50 000 emplois sur deux mandatures. Ensuite, dans les idées. Regardons déjà une mandature. Je suis pour le mandat unique, donc déjà il y a beaucoup à faire. Non, moi je pense, je le prends d'une autre façon. Je dis voilà, il y a trois priorités. Pour nous, il y a trois priorités. L'école, quand je dis école, jeunesse, enfance, petite enfance, etc. Le logement, et puis les transports. Et si on fait sur les trois, plan de rénovation, plan de réhabilitation et de développement, alors c'est créateur d'emplois. C'est-à-dire la mairie... Les entreprises viendront s'installer si tout ça est réuni. La mairie qui est outil de commande publique, et donc investisseur aussi, mais avec des entreprises, à ce moment-là, on crée des emplois. Et c'est ensuite sur la création de ces emplois qu'on met des clauses d'exigence, des exigences sur clauses sociales, clauses environnementales et priorité, alors combien, 20-25% d'emplois locaux. C'est-à-dire les jeunes qui ont manifesté dans le 3e arrondissement sur l'idée comment d'autres viennent de l'extérieur et nous, on est sur la touche. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont diplômés, qui ont des métiers et qui ne sont pas pris parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils habitent ici à Marseille, dans tel ou tel quartier. Donc voilà, moi, comment j'amorce là? Ce n'est pas la seule question. Il y a autour du port tout un gisement d'emplois. Voilà. Venir, donc, ça doit pulluler aussi sur le... Mais dire qu'un maire, je vais créer 50 000 emplois privés, voilà, je crois que ça risque de rajouter de la défiance à la politique. Alors, sur la formation, Nightskate nous demande quel plan prévoyez-vous afin de mettre enfin en lien des jeunes avec des formations qualifiantes et correspondant à des réels besoins des entreprises? Vous voyez, là aussi, si on évite les parcours du combattant, on peut mettre des guichets uniques. Hein. Je veux dire, bon, il y a des acteurs qui sont capables de faire ces guichets uniques. Je pense par exemple sur la L2, c'est ce qu'on a fait avec la fédération du BTP. On recense les besoins du côté entreprise pour un chantier, c'est des grands chantiers publics. Et puis ensuite, on y met en face les qualifications. Elles y sont, tant mieux. Elles n'y sont pas. Comme c'est des chantiers qui sont sur du long terme, vous imaginez un plan sur le logement, c'est du long terme. Sur les transports, c'est du long terme aussi. Eh bien, on se donne les moyens pour que les gens soient formés pour cela. Ça m'inquiète, moi, quand l'éducation nationale supprime des sections dans des lycées professionnels. À l'ESTAC, par exemple. À l'ESTAC, par exemple. Sur le secteur. Oui, alors qu'en plus, nous avons investi pour accueillir ces formations.
Et donc, si jamais la section qui disparaît à l'Estac ne va pas à Saint-Exupéry, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien dans les quartiers nord, effectivement, dans ce type de formation. C'est quand même un peu aberrant, et c'est y compris de la gabegie au niveau de l'argent public. Donc voilà, il faut remettre un peu tous les acteurs autour de la table, et on est capable et de répondre aux besoins, j'allais dire, d'emploi, et puis surtout lutter contre le chômage et la précarité. Clémentine ? Toujours sur l'économie, Kiwi nous demande votre avis sur la French Tech, donc sur les quartiers numériques. On parle un peu de développement du numérique à Marseille, un programme, au moins un projet précis. C'est une question de Kiwi. Est-ce que vous voulez la French Tech ? Oui, enfin non, je suis pas très spécialisé en la matière, même si moi j'ai un Wico comme téléphone, hein, donc c'est marseillais. Hein, fabriqué en Chine quand même. Oui, d'accord. Enfin, bon, les casques, je citerai pas la marque, c'est pareil. On va pas décevoir Kiwi. Est-ce que vous avez un projet précis sur le numérique ? Est-ce que vous avez une vision sur ça ? Non, mais pas de projet précis, mais je veux pas non plus accéder à des phénomènes de mode. Il y a beaucoup d'innovation, de créativité à Marseille. J'en ai marre dans tous les domaines, hein, pas simplement d'ailleurs dans l'entreprise, c'est aussi dans le sport. Et j'en ai marre que tous ces gamins, ces jeunes, ces gens partent ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas la reconnaissance, l'espace pour pouvoir développer leur créativité. C'est pas de la démagogie. Hein. Moi, je connais des tas de champions dans le sport qui vont aux États-Unis, en Australie, etc., qui s'en vont d'ici parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas la place ici. La question de la reconnaissance est importante. Moi, je suis pour faire grandir l'estime de soi, déjà chez les plus jeunes, jusque chez les adultes. Donc, après qu'on développe ça. Mais moi, je ne suis pas pour, quand je dis phénomène de mode, je ne suis pas pour des gadgets qui vont marcher quelques années, puis après on passe à autre chose, etc. On est capable de faire ça ? Eh bien, il faut les accueillir du mieux possible pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent profiter. Mais il faut aussi utiliser des activités, j'allais dire, traditionnelles qu'on connaît. On ne peut pas avoir, par exemple, l'accueil de la French Tech ici à Marseille et en même temps laisser fermer les moulins Morel. Voilà, parce qu'on en a besoin pour manger, pour des activités élémentaires. Donc voilà, il faut défendre, il faut être aux côtés de ceux qui se battent pour défendre leur emploi, leur outil de travail, et puis accueillir tout ce qui peut être... Et accueillir ceux qui en créent, voilà. On comprend bien oui, la oui, voilà. Il y a de la place pour tout le monde, franchement, il y a du foncier pour le faire. Ouais. Alors voilà. vous avez répondu en partie à la question d'Anonyme 111 qui disait... Très actif, Anonyme 111. Anonyme 111, très actif, qui dit « Les jeunes diplômés quittent Marseille, voire la France, êtes-vous conscient de ce problème ?» Vous y avez répondu. On va passer sur un autre sujet, Écho, la SNCM. Il y en a un commentateur qui nous demande l'abstention de l'État sur la commande de 4 nouveaux navires. Qu'en pensez-vous ? C'est le conseil de surveillance. Oui, avant-hier. Avant-hier, oui, tout à fait. Et on a dit c'est Vandel qui nous demande ça. Ah, peut-être que c'est Pierre Maupoint de Vandel, représentant des officiers au conseil d'administration. Bon, on ne sait pas tout à fait, mais a priori, ça pourrait être lui. Bon, est-ce que vous croyez à l'agenda caché de l'État ? Vous croyez qu'il y a un agenda caché ? Non, je pense que j'ai employé le mot de yo-yo, mais il ne faut pas jouer avec ce type d'entreprise et ces personnels qui sont très responsables. C'est-à-dire qu'il y a un engagement qui a été pris. Bon, tout n'est pas terminé, hein, les carottes ne sont pas cuites, puisqu'il y a encore un conseil de surveillance le 7 mars. Mais voilà, il faut donner un signe fort, et le signe fort, c'est déjà une lettre de commande sur le navire nécessaire. Donc oui, effectivement, l'abstention des administrateurs représentant l'État n'est pas un bon signe, parce que ça veut dire qu'on a l'impression, agenda caché, ou en tout cas... Agenda caché, ceux qui veuillent liquider la SNCM. Oui, c'est-à-dire qu'en s'abstenant, on laisse la porte ouverte à Veolia qui veut partir. On laisse la porte ouverte à Corsica Ferry qui continue de faire des pressions énormes sur j'allais dire l'entreprise SNCM. Donc voilà, il faut être clair. Il y a un engagement qui a été pris après 9 jours de conflit. Ça a été responsable, ça a été fort, ça a été uni. Il faut pouvoir y répondre. C'est une question là aussi de cohérence dans le discours politique et donc dans les actes. On ne peut pas dire développement de la SNCM parce que, attention, 3000 emplois, etc. Parce que mission de service public de continuité territoriale et possibilité de développement sur le Maghreb. Et puis dire simplement, on veut réindustrialiser le pays et là avoir un acte qui permet de le faire, puisque le bateau peut être construit au chantier naval de la Ciotat, et ne pas le faire. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêche ? C'est Pierre Gattaz ? Est-ce que c'est pas Frédéric Cuvillier plutôt ? Moi, je dis tout simplement que voilà, on demande, le président de la République, et je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est des cadeaux au MEDEF, il a proposé un pacte de responsabilité envers les entreprises, et bien que l'État actionnaire montre l'exemple, justement, là
où il peut le montrer, c'est-à-dire ce pacte de responsabilité montrant que oui, moi je tiens mes engagements, il y a un plan de développement, on construit des navires et on développe la SNCM. Est-ce que ça réagit, Clémentine, sur ces propositions économiques de Jean-Marc Coppola? Alors, on a une réaction sur le numérique. On vous y fait revenir, hein, vous avez été un peu flou peut-être. Voilà. Non, mais moi je cache pas, moi si je connais pas un sujet, je vais pas inventer, je vais pas... Voilà, c'est tout. Alors, Anonyme 132 nous dit le numérique est un phénomène de mode. Elle est bien bonne celle-là, de toute évidence. Non, mais quand je dis un phénomène... malheureux. Non, mais le phénomène de mode, comprenez-moi, c'est pas le numérique qui est un phénomène de mode, on est entouré par cela, c'est l'avenir, etc. C'est sur le fait d'attirer des entreprises et puis de tourner la page 2 ans ou 3 ans après, parce qu'on a vu aussi des entreprises venir parce qu'il y avait des intérêts, la défiscalisation. Moi, je veux qu'on construise des choses ici, qu'on construise pour le moyen et le long terme, même si je sais aujourd'hui que les technologies, ne prenez pas sur ce sujet, parce que je connais, sur les technologies, sur les sciences, etc., ça évolue très vite, mais ça ne profite pas à tout le monde. Voilà. Moi, je souhaite que toutes ces avancées, le progrès profite à tous pour vivre mieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il profite à certains pour s'enrichir. Mais vous avez parlé tout à l'heure de maintenir les filières existantes, mais il y en a certaines, on se demande comment on va pouvoir les garder. Par exemple, la pétrochimie, par exemple. Oui, il faut une mutation. Bien sûr. Mais comment on fait concrètement? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ce... Il faut anticiper. Il faut anticiper, justement. C'est le fait que le progrès... On a eu des débats parfois en disant non, on ne veut pas de progrès parce que... Tiens, débattre, je ne vous cache pas, un débat sur le métro à l'hôpital Nord. Le métro à l'hôpital Nord... Bon, il y a des traminots qui disent attention, c'est le métro automatique, etc. Ah, parce que ça va être automatique, on ne va pas le mettre jusqu'à l'hôpital Nord. Donc, vous voyez, moi je suis... Sur cette question de la pétrochimie, comment on fait concrètement? Parce que c'est quand même un gros dossier pour le territoire. Ah, ben c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain avec un coup de baguette magique qu'on va remplacer... Transition écologique 90% de l'activité, c'est la pétrochimie du port de Marseille. Donc, on a intérêt vraiment à l'anticiper, parce que sinon, il va y avoir des conséquences, bien que, sur l'emploi, il va y avoir des conséquences. Il y aurait des conséquences sur le port, mais ça ne veut pas dire 90% des emplois qui sont liés à ça, parce qu'il y a beaucoup d'oléoducs, etc. Et donc oui, mais il faut anticiper. Mais comment vous anticipez? Vous avez des idées pour pourquoi j'allais dire, on importe un certain nombre de produits qui sont fabriqués, vous l'avez dit tout à l'heure, en Chine ou ailleurs, et on ne saurait pas le faire au nom de quoi? Au nom de la compétitivité, au nom des charges, etc. Mais on a un savoir-faire ici. Moi, ça me rappelle ce sujet quand même d'actualité qui est lié au port. Il y a 25 ans de cela, on disait que les chantiers navals étaient condamnés. Voilà. Heureusement qu'il y en a qui ont lutté pour maintenir les chantiers navals à La Ciotat. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? 60% des yachts de plus de 23 mètres qui sont en Méditerranée et qui viennent justement sur les côtes françaises et dans les chantiers navals français. Vous savez ce qu'ils disent les armateurs? Ici en France, ça coûte plus cher, mais la qualité y est. Donc, vous voyez, si on avait complètement abandonné cette activité, alors je ne suis pas nostalgique, mais franchement, quand je regarde ça, quand je regarde qu'on a fermé les mines de Gardanne et qu'aujourd'hui, il y a un plan pour redévelopper l'extraction de charbon en France. D'où la crainte des effets de mode dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que... trop vite. Voilà, puis non, mais parce que c'est pas tellement sur les technologies ou l'effet de mode sur la technologie, bien sûr ça va se développer. Tant mieux si c'est pour qu'on vive mieux. Et si ça rapproche, bien sûr, les gens d'eux-mêmes, parce que c'est ça quand même la question de l'information, surtout sur le numérique. Et l'information. L'information, la communication, donc la question de la démocratie. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, je ne parle pas des petites entreprises, mais ceux qui pilotent tout ça, les grands groupes, c'est pour faire du fric. Voilà, c'est tout. Est-ce que ce fric, il est redistribué? Non. Clémentine ? Alors, on va passer au transport. Les transports, on a beaucoup de questions qui arrivent sur les transports. On l'a évoqué un petit peu, mais allez, droit de suite sur les transports. Peut-être pas assez. Alors, rapidement, on vous demande quelles sont vos propositions pour les transports, notamment pour le Nord. Rapidement, brièvement, vos propositions. Moi, je dis pas un arrondissement sans le métro et le tramway. C'est surréaliste, c'est ce qui existe quasiment à Lyon et en tout cas à Paris. Alors certes, Paris, ça fait plus d'une centaine d'années. Mais deuxième ville de France. Aussi. Pardon ? Et c'est plus petit que Marseille. Et c'est plus petit que Marseille. Vous savez qu'on a 32 km de tramway et de métro et que Lyon en a 100, alors que Lyon est 5 fois plus petite que Marseille. Donc c'est quand même aberrant. Donc oui, la question des déplacements est importante pour les gens qui y vivent, c'est-à-dire que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les gens qui vont travailler tôt, parfois le matin. Pour les personnes âgées, c'est vital. C'est une question d'égalité, de traitement. Quelle solution pour le Nord, alors concrètement ? Alors déjà,
petit 1, dans le court terme, il faut renforcer la desserte de la RTM aujourd'hui, la revoir. Il faut discuter avec les gens. Moi, j'étais étonné que des chefs d'entreprise... Renforcer le réseau de bus. Le réseau de bus, il faut le renforcer, l'adapter. Il n'y a pas de concertation, très peu de concertation. Donc là, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des CIQ, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de concertation. Parfois pour changer de place un arrêt de bus, etc. Donc renforcer ça. Réfléchir à des lignes satellitaires autour des grandes lignes, de façon à regarder comment on arrive dans la proximité, dans certains quartiers qui sont excentrés. Et puis sur le moyen terme, oui, il faut développer le métro ou le tramway. Métro à l'hôpital Nord, tramway à l'Estac. Métro aussi et tramway dans le sud aussi, parce que le sud est aussi pénalisé que dans le nord. Et donc c'est un grand plan d'investissement. On me dit que ça coûte cher, mais c'est le retour sur investissement qu'il faut regarder. Alors, vous êtes aussi le défenseur de la L2 Nord. Alors, il y a eu des critiques. On a dit, est-ce qu'il faut vraiment la faire, cette L2 Nord, finalement? Ah ben franchement, si vous ne la faites pas, vous déversez un flot de voitures et de camions qui sont détournés, tant mieux pour les axes à Caquigny, Lyoto, etc., mais qui seraient déversés encore dans un cœur urbain du côté dans le 14e arrondissement. Donc bien sûr qu'il faut relier, parce que le but de la L2, c'est de relier l'autoroute d'Aubagne à l'autoroute Nord. Il faut la terminer, ça sera terminé en 2017. On poursuit le droit de suite, Clémentine? Alors, pas mais forcément... là aussi, excusez-moi, mais précision. Oui, sur le transport, moi je souhaite qu'on améliore les transports collectifs, mais qu'on enlève de la voiture du cœur de Marseille. Et la L2 doit permettre justement d'enlever un tiers de véhicules sur Sakakini. C'est là qu'il y a les plus grandes conséquences sur la santé publique. Alors, peut-être pas dans le droit de suite, mais parce qu'on ne va pas créer de frustrés. On a étudiant 13 qui nous demande qu'est-ce que vous proposez aux populations roms à Marseille? Logement, scolarisation, santé. Brièvement, on a... Ce que j'allais dire, le gouvernement, le gouvernement n'est quand même pas à l'écoute de ces populations et les stigmatise aussi. Ce sont des gens qui vivent ici en France, il faut les accueillir de la meilleure façon possible, et ça veut dire effectivement logement, éducation, emploi. Les moyens par l'Europe sont donnés, on ne va pas les chercher, mais on préfère les laisser sur un trottoir pour opposer les pauvres aux pauvres, pour les stigmatiser. Et donc voilà, si on ne traite pas bien ces gens-là, on ne pourra pas traiter non plus les Marseillais d'ailleurs qui vivent dans des conditions parfois aussi déplorables. Vous avez vu de bon matin aller réquisitionner de manière citoyenne la caserne Cardo. Vous aviez mis quelques familles roms là-bas à l'époque. Et pourtant, ça a été un échec cette histoire. Ça a été très compliqué. Les familles se sont accumulées sur place et finalement... Vous n'avez pas réussi à cette démarche-là. Mais parce que c'est une démarche citoyenne avec des associations qui ont pris, j'allais dire, leur courage à deux mains et qui ont pris cette décision-là. On se substitue au pouvoir public qui aurait dû faire ça. Qui aurait dû s'en saisir de cette histoire. Bien sûr, l'État, les collectivités. Pourquoi mon ami et camarade Roger May à Gardanne a réussi à le faire? Parce qu'il faut bien entendu limiter. Si vous avez un afflux de population, j'allais dire, on aura des conséquences à tout cela. Il l'a limité à 80 personnes, ça se passe très bien. Plus personne aujourd'hui à Gardanne ne pose la question du petit Rome qui va à l'école. Donc la même chose demain à Marseille si vous êtes au pouvoir? Mais bien sûr, il faut le faire. Pas opposer les populations entre elles, et ça veut dire bien traiter ces gens-là, bien traiter aussi ceux qui vivent dans des logements insalubres, quand ils ont un logement, voilà, c'est améliorer le cadre de vie, tout simplement. Mais tirer vers le haut tout le monde. Allez, on retourne sur le forum, Clémentine. Allez, on retourne sur le forum et sur les réactions. Les transports font beaucoup réagir. Alors, Anonyme 128 nous demande, le métro est aujourd'hui ouvert jusqu'à 1h du matin, mais les bus de nuit sont encore trop rares au niveau de la fréquence des lignes. Que prévoyez-vous? Alors, un constat qui semble se rapprocher du vôtre, Jean-Marc Coppola. Ben oui, une cohérence. Déjà, vous vous rappelez que c'était une bataille pour que le métro aille après 21h ou 21h30. Aujourd'hui, effectivement, vous avez un métro qui va sur je prends Bougainville, et derrière, il n'y a plus rien. Donc, comment on fait? Il faut penser, effectivement, les trajets qu'ont les gens. Et donc, sur ces trajets, il n'y ait pas de rupture. C'est la proposition que je faisais tout à l'heure, une grande concertation, une mise à plat du réseau pour renforcer le réseau et qu'il soit cohérent au tramway, métro, bus. Alors, cet entretien touche à sa fin. Bientôt, il reste une petite dizaine de minutes, un peu moins. Clémentine, je crois qu'il y a quelques questions cash, notamment sur les alliances, me dit-on. Oui, alors, laissez-moi le temps de retrouver ça. Allez, on va chercher dans la base.
Alors. Non, pas sur les valeurs. Alors, sur les alliances. Bon, on vous laisse... Voilà, alors on va peut-être... Allez, petit moment de flottement, hein. C'est une première, on va le rappeler. On est toujours en direct depuis maintenant une 50aine de minutes. Vous réagissez avec le hashtag #LiveMarsActu, vous mettez vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, après avoir meublé un peu, peut-être que Clémentine a trouvé sa question. Mars Actu, mais c'est un commentateur. C'est une question du forum des articles qui était dans les Actu, commentaires, voilà. Effectivement. Donc il nous dit d'abord, cher Jean-Marc, serez-vous prêt à négocier avec Patrick Mennucci si vous faites 10% au premier tour? Et c'est ce qu'il vous souhaite pour avoir un maire un peu plus à gauche. Vous faites des heureux ce soir, Marco Pola, vous conquérez des tant mieux, c'est le but. des électeurs. Alors, c'est l'alliance avec Patrick Mennucci? Non, moi, vous savez, si c'est pour changer de maire, comme on a changé de président de la République, et ne pas changer de politique, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vraiment peser sur des choix politiques et donc mettre en œuvre des choix politiques qui répondent aux besoins, aux urgences des Marseillaises et des Marseillais. Et plus il y aura d'élus front de gauche, donc plus notre influence sera importante au premier tour, eh bien mieux, j'allais dire, la politique sera à gauche. Et on reviendra sur, j'allais dire, l'intérêt général, l'intérêt public. Il y a une subtilité dans cette question, Jean-Marc Pola. Il dit, si vous faites 10%, à 10%, vous êtes en droit de vous maintenir au second tour. Mais on verra ça le 23 au soir. Parce que mon ambition, c'est même 14%, et pourquoi pas plus. Donc 14% parce que c'est le score de la présidentielle du Front de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel à Marseille. Voilà. Mais ça veut dire que vous envisagez, si de manière programmatique c'est pas satisfaisant, de vous maintenir au second tour, quitte à faire perdre la gauche en général? Non, mon objectif, et je ne le perds pas de vue, mon objectif c'est de tourner la page de la droite et de Jean-Claude Gaudin. Je l'ai dit dans un conseil municipal, un jeune qui a 18 ans, 19 ans aujourd'hui n'a connu que Jean-Claude Gaudin. On voit la situation de la ville aujourd'hui, l'intérêt général est piétiné, on voit que beaucoup d'activités ont été privatisées. Voilà, il faut tourner cette page-là. Donc vous redonner du souffle. Priorités. Et la priorité, c'est effectivement de battre la droite et faire reculer le Front National. Clémentine, encore des questions un peu cash pour finir? Ah oui, on a une question cash d'Anonyme qui nous demande, avez-vous par le passé participé à des réunions avec Alexandre Guérini? Ah, est-ce que vous avez côtoyé Alexandre Guérini? Notamment en 2008, on en parlait au début. Non, on m'a... Oh là, ça serait long à expliquer la façon dont je l'ai connu. Ça a été très court. Voilà, c'est tout. J'ai vite vu à qui j'avais affaire, mais je ne l'ai pas cherché. Voilà, et je ne le cherche plus. D'accord. On vous demande aussi, que pensez-vous de la candidature de Pape Diouf? Oh, Pape Diouf, c'est comme tout citoyen, il a le droit de se présenter, mais franchement, je ne sais toujours pas ce qu'il propose. Il dit ni droite ni gauche, etc. C'est un citoyen qui se présente. Moi aussi, je suis un citoyen qui me présente, etc. Mais voilà, je me présente sur des valeurs, je me présente sur un programme, et je veux que le rassemblement ne se fasse pas autour du front de gauche, je veux qu'il se fasse autour du programme, des propositions que nous faisons, et dans la mise en œuvre. Ce ne sera pas simplement Coppola, une alliance, etc. Ça sera notre capacité à mettre dans le coup les Marseillais et les Marseillais. Quel que soit le maire demain et l'équipe municipale, si les Marseillais ne se mêlent pas de politique, c'est-à-dire de leur propre destin, on ne sortira pas des crises, des fractures de Marseille. Vous n'avez pas le sentiment que Pape Diouf, il vient sur vos plates-bandes un peu? Franchement, je ne sais pas du tout. Il a été crédité de 4% dans un sondage. À qui il a pris Même sondage où avant vous étiez à 11 et vous êtes passé à 7. 7 plus 4, 11. On se dit tiens, Pape Diouf mort sur le front de gauche. Je l'ai déjà dit souvent. Regardez sur l'ensemble des sondages, c'est mieux qu'un seul sondage. Quand le front de gauche est haut, eh bien, la gauche gagne. Quand il est bas, eh bien, la gauche perd. Et donc c'est Jean-Claude Gaudin pour 6 ans de nouveau. Il faut réfléchir à ça aussi. Clémentine, encore... Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la candidature de Pape Diouf qui intervient sur la place publique au lendemain d'une rencontre avec le président de la République. Bon, ça sent quand même un peu l'opacité. Moi, je suis pour la transparence et le contrôle en politique. D'accord. Alors, on va vous demander des réponses courtes parce qu'il nous reste 3 minutes. Je regarde ma montre au passage. Clémentine? Alors, qu'est-ce qu'on a en question cash? Alors, on a une question de Benjamin qui nous demande pourquoi avoir choisi la police Impact sur vos affiches. C'est horriblement moche. D'accord. La police de caractère, Jean-Marc Pola. Est-ce qu'elles sont moches, vos affiches?
Ouais, moi j'aime pas me. Vous n'êtes pas super fort en com au front de gauche quand même, on va le dire. Si on fait appel quand même à des compétences, hein, donc voilà, c'est peut-être un avis, puis il n'est peut-être pas partagé par tout le monde. Alors on a un autre commentateur qui nous dit que la Bonne Mère ressemble à une mosquée sur votre affiche de campagne. Est-ce normal? La Bonne Mère sur mon affiche de campagne? Ressemble à une mosquée, je nous dit. Je l'ai pas vu, moi, la Bonne Mère. Je l'ai vu sur la couverture du bouquin que j'ai écrit, effectivement. Et la Bonne Mère, vous avez vu que c'est un regard différent sur Marseille. Et donc, non, bah, c'est une photo. Ouais. Il faudra une mosquée si vous êtes maire, vous la ferez cette mosquée? Ben, le projet date de 1937. Bien il y a sûr. beaucoup de tergiversations. En tout cas, la mairie, elle, parce qu'il faut rester quand même dans le cadre de la loi sur la laïcité de 1905, ne fait qu'octroyer un terrain. Le terrain avait été octroyé à Saint-Louis. Après, l'association qui s'occupe de cela doit régler tous les problèmes de façon à ce qu'elle puisse exister. La mairie ne met aucun euro dans cela. Pas en direct, mais peut faciliter la création. Bien sûr, mais là, j'allais dire, les blocages et les tergiversations qui existent aujourd'hui ne sont pas du côté de la mairie. Clémentine. Alors, il faut respecter le culte de tous les Marseillais. Alors, on va parler rapidement de foncier. Anonyme 198 nous demande, avez-vous aussi l'intention de ne plus céder aux pressions immobilières et créer ou conserver des espaces verts en ville accessibles facilement pour les parents et leurs enfants? Oui, je me bats, moi, pour Square Lévy, pour le maintenir ou d'autres squares comme ça. Et il faut que la ville utilise beaucoup plus son droit de préemption, effectivement. Donc, voilà, pas de spéculation immobilière. Il y a des réponses aux besoins en termes de logement. 30 000 demandes, mais il y en a 27 000 logements vacants. 30 000 même selon les chiffres INSEE de 2010. Voilà, 30 000 logements vacants. Ils ne sont pas tous vacants parce que les gens veulent spéculer avec leur propriété. Ils sont vacants parce qu'aussi il y a des propriétaires qui ne savent pas comment faire. Donc on peut être facilitateur avec un certain nombre d'organismes publics. Clémentine, on avait dit 1 heure, on est à 59 minutes et quelques. Est-ce que vous avez une dernière question pour Jean-Marc Coppola? Allez, une dernière question. On vous demande quels sont vos points faibles selon vous? Mes points faibles? Voilà, j'en ai beaucoup, moi, de points faibles. Peut-être que je ne sais pas assez utiliser la communication, parce que moi j'ai une haute opinion de la politique. Et vraiment, moi, je suis un grand serviteur de l'intérêt général. Donc, ouais, je ne sais peut-être pas me vendre, entre guillemets, dans la com. Je me bats peut-être pas assez. Et voilà, j'ai une éthique et j'ai une conception de la démocratie qui ne passe pas par ce que font d'autres. Bon, on espère qu'avec cette heure de débat, en tout cas, vous aurez l'occasion d'aller un peu sur les dossiers et pas rester simplement sur la com. Merci d'être venu, merci Clémentine. Merci. Et puis, on va aussi remercier nos amis qui nous ont permis de faire ça. Donc, c'est l'entreprise Synapse de Christian Violo et puis Nastéo qui est à Nice, Sophie Antipolis. Voilà, bon. Ça s'est bien passé pour vous? Très bien. Bon, merci d'avoir été là. Et puis nous, on se retrouve très vite lundi. C'est Pape Diouf, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sera à votre place, voilà, même heure. Et à vos questions d'ores et déjà, et peut-être pour lui faire réagir sur des propos de Jean-Marc Coppola. À très vite en tout cas.